Aska Éditions et la Fondation Napoléon Hill présentent Plus malin que le diable, les manuscrits authentiques de Napoléon Hill. Narration de Susanna Chroma, Elisabeth Jacques, Charles Anthony, Alix Zelater et Sergio Lobari. La peur est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par la main de l'homme. La confiance en soi est à la fois l'arme créée de ses mains pour vaincre ce démon et l'instrument qui compose les symphonies d'une vie triomphante. Cela va même bien au-delà. C'est un lien avec les forces irrésistibles de l'univers qui se dressent aux côtés de l'homme pour qui l'échec et la défaite ne sont rien d'autre que des expériences temporaires. Napoléon Hill. Préface de Marc-Victor Hansen. Dr Napoléon Hill est de manière incontestable le plus célèbre des écrivains, le plus grand penseur, évocateur et auteur à succès de tous les temps du développement personnel. Nous vous recommandons de lire rapidement pour atteindre le fameux entretien avec le diable. Vous recevrez ainsi l'impact de ce message et vous saurez qui est vraiment le diable et ce qu'il fait subir à 98% des êtres humains, selon le diable en personne. Pour stimuler nos pensées, Hill amorce rapidement la quête du livre, nous transportant dans sa vie de manière biographique, à travers les moments qui ont eu du sens pour lui et qui ont participé à changer sa vie. Hill avait appris les plus importants et les plus utiles des principes du succès de la planète, capables d'aider quiconque les utilise, mais ne savait pas comment les utiliser et les appliquer facilement à sa propre existence. Nous prédisons que cela reste vrai pour beaucoup de gens encore aujourd'hui. Il est pourtant facile de prononcer ces mots, et même parfois d'y réfléchir. Cela demande une décision profonde et durable pour vivre ces principes et avancer pas à pas, jour après jour. Sharon Lechter nous éclaire sur toutes ces significations ramenées en euro-dollars d'aujourd'hui, en termes de pensée et de compréhension. Le but du Dr Hill était de communiquer clairement une philosophie et une pratique du succès individuel qui permettrait de stimuler un bonheur durable. Sa sagesse innée le guida pour trouver l'arc-en-ciel de sa vie. Vous êtes maintenant mis à l'épreuve dans les temps les plus difficiles imaginables, exactement comme Hill le fut durant la dépression. Il se sentait abattu, ses faits et gestes en pâtirent, et il connut une réelle dépression. Cela était préjudiciable pour son état, comme cela peut l'être pour vous et votre bien-être. Lire ce livre inspirant peut vous aider à vous sortir de la léthargie et d'un état d'esprit négatif pour vous ouvrir un nouveau chemin plus glorieux vers un avenir meilleur, plus clair et bien plus gratifiant. Comme Napoléon Hill, vous êtes ici pour maîtriser vos peurs et non les laisser vous maîtriser. Passionnément et délibérément, pour décider ce que vous voulez être, faire, avoir et le réaliser. Alors que vous redécouvrirez les trouvailles merveilleuses et magiques du Dr Hill, vous saurez et croirez que vous pouvez vous les associer et les surpasser si vous le voulez, parce que vous êtes illimité. Hill l'a dit justement, vous établissez vous-même vos propres limites. Ce livre va vous aider à être conscient que vous pouvez créer vos échecs aussi bien que vos succès en mettant en pratique le savoir qu'il a accumulé durant ses entretiens avec les 500 plus grandes légendes vivantes de l'époque. Vous découvrirez par vous-même si le diable qui l'interroge est réel ou imaginaire, tout comme le diable auquel vous avez affaire dans votre vie et votre expérience. Note au lecteur par Sharon Lechter, annotatrice. Plus malin que le diable est le livre le plus profond que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Je dois commencer en disant que je me suis sentie profondément honorée le jour où Don Green, président de la Fondation Napoléon Hill, m'a fait suffisamment confiance pour me proposer de participer à ce projet. J'ai lu le manuscrit et n'ai pas pu fermer l'œil de la semaine. Rédigé en 1938 par le maître en personne sur une machine à écrire. Le manuscrit était resté caché, verrouillé par sa famille depuis 72 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il craignait les réactions que ce livre ne manquerait pas de susciter. Le courage dont Napoléon Hill a fait preuve pour démasquer l'œuvre du diable autour de nous chaque jour, que ce soit dans nos églises, nos écoles ou au sein de notre monde politique,
menaçait les fondements même de la société tels qu'ils étaient perçus à l'époque. J'ai alors pris conscience d'un point fondamental. Cet ouvrage, bien que rédigé en 1938, ne devait en réalité voir le jour qu'à notre époque. Et c'est bien notre société contemporaine qu'il doit bousculer. Sa vocation est d'apporter des réponses pour notre époque économique incertaine. Il regorge de clés pour chacun d'entre nous, pour nous permettre à nous aussi d'être plus malins que le diable dans notre propre vie. Il nous indique comment tracer et suivre notre propre chemin jusqu'au succès, tout en apportant notre contribution au monde qui nous entoure, avec notre valeur ajoutée personnelle. Tout comme Réfléchissez et devenez riche nous a permis de redresser la barre et de sortir la tête haute de la Grande Dépression, Plus malin que le diable fut écrit en fait pour nous aider, tous autant que nous sommes, à redresser la barre et réussir aujourd'hui. Ce sont les mots de Napoleon Hill lui-même que vous lirez ici. Le manuscrit d'origine étant relativement long, je l'ai remanié avec précision et beaucoup d'attention pour en préserver l'impact profond. Tout au long de l'ouvrage, j'ai inséré mes propres annotations avec une typographie différente. Elles sont intitulées « Les notes de Sharon » et ont pour objectif de mettre l'accent sur certaines réflexions afin d'apporter plus de clarté aux mots de Hill et montrer comment ces prévisions sont devenues une réalité contemporaine. Cela vous permettra de le lire soit en incluant mes commentaires, soit en les évitant. Profitez pleinement de cette œuvre puissante et faites-la connaître à vos proches, à votre famille et à vos amis. La puissance des paroles de Napoleon Hill peut définitivement transformer votre vie. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fera pour vous. Merci. Sharon Lecter. Chapitre 1. La première rencontre avec Andrew Carnegie. Depuis plus d'un quart de siècle, mon objectif majeur a été d'isoler et d'organiser, selon une philosophie de la réussite, les causes de l'échec autant que du succès, afin de venir en aide à ceux qui n'ont ni l'inclination ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche. Mon travail a commencé en 1908 à la suite d'un entretien que j'ai eu avec Andrew Carnegie. J'ai dit franchement à M. Carnegie que je souhaitais entrer à l'école de droit et que j'avais conçu l'idée de financer mon chemin vers cette carrière en interviewant des hommes et des femmes couronnés de succès. Je désirais trouver comment ils étaient parvenus à de telles réussites afin d'écrire des histoires de mes découvertes pour divers magazines. À la fin de notre première entrevue, M. Carnegie me demanda si je possédais suffisamment de courage pour m'acquitter d'une proposition qu'il souhaitait me faire. Je répliquai que le courage était à peu près tout ce que je possédais et que j'étais prêt à faire de mon mieux pour m'acquitter de toute proposition qu'il aurait le soin de me soumettre. Il dit alors : « Votre idée d'écrire des histoires à propos d'hommes et de femmes qui ont réussi est louable en soi, et je n'ai aucunement l'intention d'essayer de vous décourager dans votre projet. Mais je me dois de vous dire que si vous souhaitez rendre un service durable, non seulement pour nos contemporains, mais aussi pour la postérité, il ne pourra en être ainsi qu'à condition que vous preniez la peine d'analyser toutes les causes de l'échec, aussi bien que celles du succès. Des millions de gens dans le monde n'ont pas la plus mince conception des raisons du succès et de l'échec. Les écoles et les collèges enseignent pratiquement tout, excepté les principes du succès individuel. Ils exigent que des jeunes gens passent près de 4 à 8 ans à acquérir des connaissances abstraites, mais ne leur enseignent pas comment utiliser cette connaissance une fois qu'ils l'ont obtenue. Le monde a besoin d'une philosophie du succès pratique, intelligible et conçue à partir de connaissances factuelles, acquises grâce à l'expérience d'hommes et de femmes dans la grande université de la vie. Dans le vaste champ de la philosophie, je ne trouve rien qui ne ressemble de près ou de loin à ce que j'ai à l'esprit. Nous ne disposons en ce bas monde que d'une poignée de philosophes, capables d'enseigner aux hommes et aux femmes l'art de vivre. Il me semble que nous avons ici une opportunité qui devrait défier un jeune homme ambitieux de votre constitution. Mais l'ambition ne suffit pas pour la tâche que je vous propose. Celui qui l'entreprend doit avoir du courage et de la ténacité. Le travail nécessitera au moins 20 ans d'efforts continus, durant lesquels celui qui l'entreprendra devra subvenir à ses moyens en trouvant d'autres sources de revenus, car ce genre de recherche n'est jamais rentable à ses débuts. Généralement, ceux qui ont apporté leur contribution à notre civilisation, à travers des travaux de cette nature, ont dû attendre une centaine d'années ou plus
après leurs propres funérailles, avant de recevoir de la reconnaissance pour leurs accomplissements. Si vous entreprenez ce travail, vous devrez vous entretenir non seulement avec le petit nombre de ceux qui ont réussi, mais aussi avec tous ceux qui ont échoué. Vous devrez alors analyser avec soin les milliers de gens qui sont considérés comme des ratés, et par le terme raté, je veux parler des hommes et des femmes qui ont atteint le dernier chapitre de leur vie, déçus de ne pas avoir réalisé le but qui leur tenait à cœur. Aussi contradictoire que cela puisse sembler, vous apprendrez davantage comment réussir auprès des ratés que des personnes dites prospères. Les premiers vous enseigneront ce qu'il ne faut pas faire. Vers la fin de votre tâche, si votre entreprise est couronnée de succès, vous ferez une découverte qui pourrait bien vous surprendre. Vous découvrirez que la cause du succès n'est pas dissociable de l'homme lui-même. Il s'agit d'une force intangible de la nature que la majorité des hommes ne reconnaît jamais, une force qui pourrait être proprement appelée l'autre soi. Il est intéressant de noter que cet autre soi n'exerce son influence qu'en de très rares occasions. Il ne se fait connaître qu'en cas de force majeure, quand, devant l'adversité, aux prises avec des défaites temporaires, les hommes sont forcés de changer leurs habitudes et de réfléchir comment se sortir d'une situation difficile. Mon expérience m'a appris qu'un homme n'est jamais si près du succès que lorsque ce qu'il appelle l'échec est sur le point de le rattraper. Ce n'est que durant des occasions de cette sorte qu'il est forcé de réfléchir. S'il pense avec précision et persistance, il découvre alors que ce qu'on appelle si facilement un échec n'est en fait rien de plus qu'un signal lui indiquant qu'il doit se réarmer d'un nouvel objectif ou d'un nouveau plan. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. S'ils avaient eu le courage d'avancer d'un pas supplémentaire, ils auraient découvert leur erreur. 20 ans de labeur sans aucun salaire et probablement aucune reconnaissance. Comment répondriez-vous à cette offre? Il accepta le défi de Carnegie et grâce à une lettre d'introduction de celui-ci, commença à s'entretenir avec les géants de l'époque, dont Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell, King Gillette, fondateur de la Gillette Safety Razor Company et beaucoup d'autres. Après plus de 25 ans de recherche, son effort connut finalement son apogée avec la publication de plusieurs livres, dont les 8 volumes de la loi du succès et Réfléchissez et devenez riche. Ce dernier ouvrage est largement reconnu comme l'ouvrage de référence du développement personnel, introduisant tous les principes qui continuent à servir essentiellement de fondation aux gourous du développement personnel d'aujourd'hui. Selon les propres dires de Napoleon Hill, le travail d'écriture et de publication de Réfléchissez et devenez riche était en substance la mise en pratique de ces mêmes principes. Il est notable que le manuscrit, plus malin que le diable, fut écrit l'année suivant la publication de Réfléchissez et devenez riche. Ce travail peut souligner la frustration de Hill qui le poussa à l'évocation de son autre soi et de la méthode lui ayant permis de vaincre ses frustrations et de mettre en pratique les principes qu'il décrivait dans Réfléchissez et devenez riche. Plus malin que le diable marquera l'éveil spirituel de Hill et comment chacun de nous peut apprendre de sa rencontre avec le diable. Commencer une vie nouvelle. Le discours de M. Carnegie changea définitivement ma vie et planta dans mon esprit un désir ardent qui m'a sans cesse animé depuis. Et ce, malgré le fait que je n'avais rien d'autre qu'une vague idée sur ce qu'il entendait par « autre soi ». Durant mon travail de recherche sur les raisons de l'échec et du succès, j'ai eu le privilège d'analyser le cas de plus de 25 000 hommes et femmes considérés comme des ratés et plus de 500 que l'ordre des choses avait classés comme prospères. De longues années plus tôt, j'ai eu un avant-goût de cet autre soi mentionné par M. Carnegie. La découverte vint, comme il l'avait prédit, à la suite de 2 tournants majeurs de ma vie, qui se présentèrent comme des cas d'urgence. Ces situations inconfortables me forcèrent alors à réfléchir pour trouver une issue à des difficultés que je n'avais jamais expérimentées jusqu'alors. J'aurais préféré pouvoir décrire cette découverte en me passant de l'usage du pronom personnel, mais cela s'est avéré impossible, car tout ceci m'est venu au cours d'expériences personnelles qui sont difficilement dissociables de ma propre personne. Pour pouvoir vous dépeindre le tableau complet,
j'aurai besoin de revenir sur le premier de ces deux tournants majeurs et ainsi vous guider pas à pas vers cette découverte. Les recherches nécessaires pour la compilation des données desquelles découlent les 17 principes du succès et les 30 causes de l'échec nécessitèrent des années de travail. J'avais alors atteint la conclusion erronée que ma tâche visant à concevoir une philosophie complète du succès individuel était terminée. Loin d'être mûr, le fruit de mon travail venait tout juste d'éclore. J'avais élaboré le squelette d'une philosophie en mettant en place les principes de la réussite et de l'échec, mais ce squelette devait être habillé par la chair de l'expérience et la mise en pratique de ces concepts. Pour couronner le tout, ce squelette devait recevoir une âme grâce à laquelle il pourrait inspirer les hommes et les femmes à faire face à leurs obstacles et non les contourner. L'âme qui lui faisait défaut pour prendre vie, comme je devais le découvrir plus tard, ne devint disponible qu'après l'apparition de mon autre soi, suite à 2 tournants singuliers de mon existence. Résolu à tourner mon attention et quelques talents en ma possession vers des gains financiers dans le monde des affaires et les circuits professionnels, je décidai de faire mon entrée sur le marché de la publicité. Je devins alors responsable de la communication de l'extension de l'Université de LaSalle de Chicago. Tout s'est déroulé merveilleusement durant une année, à la fin de laquelle je fus saisi d'une violente aversion pour mon travail avant de démissionner. J'entrai ensuite dans le marché des franchises avec l'ancien président de l'extension de l'Université de LaSalle et devins alors président de la société de sucrerie Betsy Ross. Malheureusement, ou plutôt ce qui m'apparut dans un premier temps un malheur, 2 multiples désaccords avec mes associés me désengagèrent de cette entreprise. Le démon de la publicité coulait toujours dans mes veines, et j'essayais une fois de plus de l'exprimer en montant une école spécialisée en publicité et en vente, occupant alors une branche de l'université de Bryant and Stratton. Notre aventure voguait tranquillement et nous faisions beaucoup d'argent rapidement quand les États-Unis d'Amérique entrèrent sur la scène de la Première Guerre mondiale. Pour répondre à une urgence intérieure qu'aucun mot ne pourrait décrire, je m'éloignai de l'école et entrai au service du gouvernement des États-Unis sous les ordres personnels du président Woodrow Wilson, laissant une entreprise parfaitement rodée se désagréger. Le jour de l'armistice de 1918, je commençai la publication du magazine The Golden Rule. Malgré le fait que je ne possédais pas un centime de capital, le magazine grandit rapidement et connut en très peu de temps une diffusion nationale de près d'1 demi-million d'exemplaires, clôturant sa première année d'exercice avec un profit net de 3 156 $. Quelques années plus tard, j'appris d'un éditeur expérimenté dans la publication et la distribution de magazines nationaux qu'aucun de ses semblables ne se risquerait de démarrer un tel magazine avec moins d'1 million de $. Le magazine The Golden Rule et moi étions destinés à nous séparer. Plus nous réussissions, plus mon insatisfaction augmentait. Finalement, suite à une accumulation de petits ennuis insignifiants causés par mes associés, je leur fis cadeau du magazine et quittai l'aventure. Avec ce geste, je suis probablement passé à côté d'une petite fortune. Ensuite, j'ai mis sur pied un institut de formation spécialisé dans la vente. Mon premier contrat était de former une armée de 3000 personnes pour le compte d'une chaîne de magasins franchisés. Je percevais 10 $ pour chaque vendeur qui avait suivi mes cours. 6 mois de travail me permirent d'engranger un peu plus de 30 000 $, couronnant un succès évident sur le plan financier avec l'abondante récompense de mes efforts. Mais une fois de plus, je devins profondément nerveux. Je n'étais pas heureux. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'aucune somme d'argent ne m'apporterait le bonheur. Sans l'ombre d'une excuse raisonnable pour mes actions, j'abandonnai une affaire dont j'aurais pu facilement tirer un salaire confortable. Mes amis et mes associés pensaient que j'étais fou, et ils ne s'en cachaient pas. Franchement, j'étais enclin à partager leur avis, mais il me semblait que je ne pouvais rien y faire. Je cherchais le bonheur, et je ne l'avais toujours pas trouvé. Du moins, c'est la seule explication que je pouvais offrir pour justifier mes actions inhabituelles. Quel homme peut prétendre se connaître vraiment ? Ce fut durant la fin de l'automne 1923. J'étais coincé à Columbus, dans l'Ohio, sans argent, pire encore, sans l'ombre d'un plan sur lequel travailler pour me tailler une porte de sortie. C'était la première fois de ma vie où je me retrouvais enlisé dans ce type de situation par manque de moyens. Auparavant, à de nombreuses occasions, j'avais trouvé suffisamment d'argent sans avoir à en rougir,
Et jamais jusqu'alors je n'avais échoué à subvenir à mes besoins personnels. L'expérience me renversa. Je me sentais totalement désarmé quant à ce que je devais faire ou ne pas faire. J'ai réfléchi à une douzaine de plans grâce auxquels je pourrais résoudre mes problèmes, mais je les éliminais les uns après les autres, car ils étaient irréalistes ou tout simplement infaisables. Je me sentais comme perdu dans la jungle, sans boussole. Chaque tentative que je faisais pour sortir de cet enlisement me ramenait à mon point de départ. Durant près de 2 mois, je souffris de la pire des affections humaines, l'indécision. Je connaissais les 17 principes de la réussite personnelle, mais ce que j'ignorais, c'était la façon de les appliquer. Sans le savoir, j'étais en train d'affronter une de ces urgences de la vie, durant lesquelles, comme me l'avait raconté M. Carnegie, certains hommes découvrent parfois leur autre soi. Ma détresse était si grande qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit de m'asseoir pour analyser sa cause, ni de chercher quelques remèdes. Les véritables échecs prennent souvent leurs racines au sein des limites que les hommes ont eux-mêmes établies dans leur esprit. Un état d'esprit négatif et le manque de confiance en soi peuvent être les obstacles primaires du succès. Avec la récession économique actuelle, beaucoup trop de gens qui jusqu'ici ont bien fait tout ce qu'il fallait dans leur vie sont contraints pour la première fois d'affronter une adversité économique sévère. Les plus grandes barrières qui s'opposent à eux sont constituées par leur propre peur et le doute en leur capacité, autant de parasites véhiculés par leurs expériences récentes. Avez-vous laissé la récession économique actuelle vous dépasser? Le doute et votre auto-sabotage vous empêchent-ils d'accomplir vos rêves? Êtes-vous votre pire ennemi? Dans Réfléchissez et devenez riche, il raconte l'histoire de R.U. Darby, un chercheur d'or. Frustré, alors qu'il venait en apparence de perdre son filon, Darby le vendit à un chiffonnier de la ville pour une somme dérisoire. Le chiffonnier demanda conseil à un géologue expert en la matière. À sa grande stupeur, il découvrit que Darby aurait retrouvé son filon s'il avait creusé 1 mètre plus loin. S'il avait persévéré, Darby aurait ainsi bâti sa fortune, mais il abandonna à 1 mètre de son but et laissa s'envoler ses rêves. Plutôt que de se laisser briser par cette erreur, Darby apprit de cette expérience et se mit à construire un empire basé sur les assurances. Abandonnerez-vous votre quête juste avant d'atteindre un grand succès, alors que vous n'êtes qu'à 1 mètre de l'or? La défaite s'échange en victoire. Un après-midi, je pris une décision qui me permit de trouver une issue à mes difficultés. J'eus la sensation que je devais partir à la campagne, où je pourrais respirer l'air frais des grands espaces et penser. Je commençais à marcher, et j'avais parcouru près de 9 à 10 kilomètres quand, soudain, je me sentis obligé de m'arrêter. Durant plusieurs minutes, je restais là, comme si j'avais été cloué sur place. Autour de moi, tout devint sombre. Je pouvais entendre le son puissant de quelques formes d'énergie qui vibraient à une très haute fréquence. Puis, mes nerfs se calmèrent, mes muscles se relaxèrent, et une grande sérénité m'envahit. L'obscurité commença à se dissiper, et, à cet instant, je reçus un ordre intérieur qui me vint sous la forme d'une pensée. C'est la description la plus proche de ce que j'ai vécu. L'ordre était si clair et si distinct qu'il était difficile de ne pas le comprendre. En substance, il disait « Le temps est venu pour toi d'achever la philosophie du succès que tu as commencé sur la suggestion de M. Carnegie. Rentre immédiatement chez toi et apprête-toi à transférer les données que tu as réunies dans ton esprit vers une série de manuscrits. » Mon autre soi s'était réveillé. Pendant quelques minutes, je fus effrayé. L'expérience était incomparable avec tout ce que j'avais vécu auparavant. Je tournai les talons et rentrai rapidement chez moi. Alors que je m'approchais de la maison, je vis mes 3 petits garçons lorgnés par une de nos fenêtres, les jeunes voisins en train de dresser un sapin de Noël près de la porte d'entrée. À ce moment-là, je me suis souvenu que nous étions le soir du réveillon. De plus, je pris conscience avec un sentiment de profonde détresse que nous n'aurions pas de sapin de Noël cette année. Les petites mines déçues de mes enfants me rappelèrent douloureusement ce fait. Je me rendis dans mon bureau, m'assis devant ma machine à écrire et commençai sur le champ à coucher sur le papier les découvertes que j'avais faites sur les causes de la réussite ou de l'échec.
Alors que je disposais la première feuille de papier dans la machine, je fus interrompu par ce même sentiment étrange qui m'avait parcouru dans la campagne quelques heures auparavant, et cette pensée traversa mon esprit tel un éclair. Ta mission dans la vie est de terminer la première philosophie au monde du succès individuel. Tu as essayé en vain d'échapper à ton devoir. Chaque effort t'a amené à l'échec. Tu cherches le bonheur, apprends cette leçon une bonne fois pour toutes. Tu ne trouveras ton bonheur qu'en aidant les autres à l'obtenir. Tu as été un étudiant obstiné. Tu devais être guéri de ton entêtement par les méandres de la déception. D'ici quelques années, le monde connaîtra une expérience qui placera des millions de gens dans le besoin de la philosophie qu'il t'a été confié de concevoir. D'ici là, la grande opportunité de trouver le bonheur en rendant un service utile se présentera à toi. Retourne au travail et ne t'arrête pas à moins d'avoir terminé et publié les manuscrits que tu as commencés. J'étais conscient d'être enfin arrivé au pied de l'arc-en-ciel de la vie, et j'étais heureux. La pire des affections humaines, l'indécision. Ne vous êtes-vous jamais senti paralysé par l'indécision? C'était le premier tournant majeur de la vie de Napoleon Hill. Ses aventures d'un job à l'autre en quête d'un idéal de satisfaction, d'une vie professionnelle exaltante, ressemblent à celles de la plupart des gens d'aujourd'hui. Tous ces êtres qui cherchent, jour après jour, l'épanouissement dans leur existence comme dans leur travail. Le cercle vicieux de Hill était, selon son propre aveu, auto-infligé. Il s'est trouvé dans des circonstances relativement similaires à celles que certains peuvent affronter aujourd'hui, après avoir été frappés par la situation économique actuelle. Il a tiré les avantages de sa défaite temporaire, l'utilisant comme un stimulant pour se forcer à se plonger dans la réflexion et l'analyse, pour trouver son autre soi. Si vous avez été ébranlé par des circonstances économiques défavorables, vous aussi, vous pouvez les utiliser comme un levier et une motivation pour trouver votre autre soi. Le doute fait son apparition. Le charme, si cette expérience peut être ainsi décrite, se dissipa. Peu de temps après, je commençai à écrire. Rapidement, ma raison me suggéra que je m'étais embarqué dans une folle mission. L'idée qu'un homme, qui était au plus bas et presque hors jeu, puisse avoir la prétention d'écrire une philosophie de la réussite personnelle me semblait si ridicule que je fus pris d'un rire sarcastique. À dire vrai, j'ai même frôlé mon propre mépris. Je me tortillai sur ma chaise, passai nerveusement ma main dans mes cheveux et essayai de me constituer un alibi qui me permettrait de justifier, à mon propre esprit, de retirer la feuille de la machine à écrire avant même d'avoir commencé. Mais l'urgence de continuer était plus forte que le désir d'abandonner. Je commençai à me réconcilier avec la tâche qui m'incombait et repris le travail. Maintenant, quand je regarde en arrière, je peux voir, à la lumière de tout ce qui s'est passé, que ces petites périodes d'adversité que j'ai traversées furent parmi les meilleures et les plus profitables de toutes mes expériences. Celles-ci n'étaient autres que des bénédictions déguisées qui me forcèrent de continuer à travailler. Un chemin sinueux qui me donna finalement l'opportunité de me rendre plus utile au monde que je ne l'avais jamais été dans la réussite de mes plans ou buts précédents. Durant presque 3 mois, je travaillais sur ces manuscrits pour les achever finalement au début de l'année 1924. Aussitôt que mes travaux furent terminés, je me sentis à nouveau tenté par le désir de retourner dans le fantastique jeu des affaires de l'Amérique. En succombant à la tentation, je fis l'acquisition du Centre d'études d'affaires métropolitain de Cleveland dans l'Ohio et commençai à redessiner ses plans pour en augmenter la capacité. À la fin de l'année 1924, nous nous étions développés et étendus en ajoutant de nouveaux cours, si bien que nous faisions un chiffre d'affaires qui doublait les meilleurs résultats que l'école ait jamais connus. Une fois de plus, la graine de l'insatisfaction commençait à germer dans mon esprit. Je sus à nouveau que je ne pourrais trouver le bonheur dans ce type de démarche. Je cédai mon entreprise à mes associés et décidai de parcourir les États-Unis pour donner des conférences sur la philosophie du succès, cette entreprise à laquelle j'avais voué tant de mes années précédentes. Un soir, j'étais programmé pour une conférence à Canton, dans l'Ohio. Le sort, ou autre chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, semble parfois façonner le destin des hommes malgré tous les efforts qu'ils peuvent déployer contre lui. Cet invité improvisé entra en scène une nouvelle fois et me mit en face d'une expérience douloureuse. Dans le public de Canton était assis Don R. Mellett, éditeur du Daily News de Canton. Monsieur Mellett fut si profondément intéressé par la philosophie du succès individuel, thème de ma conférence ce soir-là, qu'il m'invita à lui rendre visite le jour suivant.
Cette entrevue se conclut par un accord de partenariat qui devait prendre lieu le mois de janvier suivant, mois où M. Mellet avait prévu de démissionner en tant qu'éditeur du Daily News, pour prendre la tête de la société qui éditerait la philosophie sur laquelle je travaillais. Cependant, en juillet 1926, M. Mellet fut assassiné par Pat McDermott, une figure de la pègre et un policier de Canton dans l'Ohio. Ils furent tous deux condamnés par la suite à la prison à perpétuité. Il fut assassiné car il exposait dans son journal un lien entre les trafiquants et certains membres des forces de police. Ce crime fut l'un des plus choquants que l'ère de la prohibition ait engendré. Le meurtre de juillet 1926 de Donald Ring Mellet, un journaliste en croisade contre la corruption, également éditeur du Daily News de Canton, fut un des plus médiatisés des années 20. En 1925, Mellet avait découvert l'ampleur de la corruption au sein des forces de police de Canton et s'était embarqué dans une croisade éditoriale contre le vice et la corruption, visant parmi tant d'autres le chef de police de Canton. Il a été reporté que Hill avait demandé au gouverneur de l'Ohio d'ouvrir une enquête sur la corruption, un détail non mentionné dans le compte-rendu de l'auteur. La chance me sauve la vie. Le lendemain matin, après le décès de M. Mellet, je fus appelé au téléphone et averti par quelques sources inconnues qu'il me restait 1 heure pour quitter Canton, que je pouvais partir de mon propre gré durant ce délai, mais que si j'attendais plus longtemps, je quitterais probablement les lieux dans une jolie boîte en sapin sur mesure. Mon association d'affaires avec M. Mellet avait apparemment été mal interprétée. Ces meurtriers avaient dû croire que j'étais directement connecté à l'exposé qu'il avait fait dans son journal. Je n'attendis pas que le glas de mon ultimatum d'1 heure ne sonne et montai aussitôt dans ma voiture. Je pris le premier vol, avec pour seul cap les montagnes dominant l'ouest de la Virginie, afin de rejoindre la maison de mes parents, et ce, jusqu'à ce que les meurtriers aient été placés sous les verrous, quelques 6 mois plus tard. Cette expérience correspondait parfaitement à la catégorie décrite par M. Carnegie quand il parlait de situations qui me forceraient à réfléchir. Pour la première fois de ma vie, je sus ce qu'était la douleur d'avoir à chaque instant la peur au ventre. Mon expérience précédente à Columbus, quelques années plus tôt, avait tapissé mon esprit de doute et semé la graine d'une indécision qui, bien que temporaire, avait fait germer en moi une peur à laquelle il me paraissait impossible de me soustraire. Durant la période où j'étais en planque, je quittais rarement la maison une fois la nuit tombée, et dès que je mettais un pied dehors, j'avais toujours une main sur un pistolet automatique dans la poche de ma veste, avec le cran de sûreté relevé en cas de nécessité immédiate. Si une voiture suspecte s'arrêtait devant la maison où j'étais caché, j'allais systématiquement à la cave et, par la fenêtre, examiner avec attention chacun de ses occupants. Après quelques mois de tension constante, mes nerfs commencèrent à lâcher un à un. Le courage qui m'habitait m'avait définitivement quitté. L'ambition qui m'avait insufflé tant d'entrain durant toutes ces longues années, cette quête des raisons du succès comme de l'échec, s'était elle aussi envolée. Lentement, je m'enfonçais pas à pas vers un état de léthargie si profond que je craignais de ne jamais pouvoir en sortir. Ce sentiment devait être relativement comparable à celui que peut ressentir quiconque met les pieds dans des sables mouvants, puis comprend que chaque effort pour s'en extirper l'enlise de plus belle. La peur est un marécage sans fond. Si les graines de la démence avaient fait partie de ma constitution, elles auraient probablement germé durant ces mois d'errance où la vie comme la mort partageaient des saveurs comparables. Cette stupide indécision, ces rêves irrésolus, le doute et la peur traçaient les sentiers où venait s'égarer mon esprit de jour comme de nuit. L'urgence à laquelle je faisais face était désastreuse de 2 manières. Premièrement, sa vraie nature me maintenait dans un état constant d'indécision et de peur. Deuxièmement, le confinement forcé me maintenait dans une oisiveté persistante où le malaise teintait chaque instant d'une inquiétude toute naturelle. Mes facultés de raisonnement avaient presque toutes été paralysées. Je compris que je devais travailler sur moi pour sortir de cet état d'esprit. Mais comment ? Les ressources illimitées qui m'avaient permis d'affronter toutes les urgences précédentes semblaient s'être tout simplement évanouies. J'étais impuissant. Sans compter mes difficultés qui étaient déjà suffisamment lourdes à porter, un autre mal qui me parut plus douloureux que tous les autres réunis grandissait en moi. C'était la prise de conscience d'une réalité accablante. J'avais passé la meilleure partie de mes années à courir après un arc-en-ciel en cherchant çà et là les raisons du succès,
pour me trouver moi-même maintenant plus incapable que les 25 000 personnes jugées par mes soins comme des ratés. Cette seule pensée était tout simplement rageante. Par-dessus tout, il était extrêmement humiliant, dans mon cas, d'avoir donné ces conférences dans tout le pays, les écoles, les lycées et autant d'instituts d'économie. Comment pouvais-je avoir la prétention d'enseigner à mes semblables la façon d'appliquer les 17 principes du succès alors que j'étais incapable de les appliquer moi-même? J'étais convaincu que je ne pourrais plus jamais regarder le monde avec le moindre sentiment de confiance. À chaque fois que je croisais mon reflet dans le miroir, je me voyais comme quelqu'un de méprisable, et il n'était pas rare que je dise à l'homme que je voyais de l'autre côté des choses qui n'ont rien à faire dans un livre. J'avais commencé à me placer dans la catégorie des charlatans qui offrent aux autres un remède contre l'échec qu'ils ne peuvent appliquer eux-mêmes. Les meurtriers de M. Mellet avaient été traduits en justice et emprisonnés pour le restant de leur jour. Je pouvais donc, en toute sécurité, émerger de ma cachette, pour une fois de plus reprendre mon travail. Je ne pouvais pourtant sortir, car, maintenant, j'affrontais des circonstances bien plus effrayantes que les criminels qui m'avaient poussé à la fuite. L'expérience avait anéanti toute initiative qui eût été en ma possession. Je me sentais emprisonné entre les griffes de cette influence déprimante qui faisait de ma vie un cauchemar. J'étais en vie. Je pouvais me déplacer, ou bon me semblait, mais je ne pouvais envisager un seul geste qui puisse me remettre sur la route de l'objectif que je m'étais fixé depuis la proposition de M. Carnegie. Je devins très vite indifférent, non seulement à mon sujet, mais pire encore, je devenais peu à peu irritable et grincheux à l'égard de ceux qui m'avaient porté secours durant mon état d'urgence. Je faisais face à la plus grande détresse de ma vie. À moins que vous n'ayez traversé une expérience similaire, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce que j'ai ressenti. De telles expériences ne peuvent être décrites. Celui qui veut les comprendre doit d'abord les éprouver. Les figures de la pègre locale et au moins un officier de police de Canton engagèrent Patrick McDermott, un ancien détenu de Pennsylvanie, pour réduire Mellet au silence. Mellet fut abattu à l'extérieur de sa maison. Comme le raconte la légende, des hommes armés attendaient aussi Hill chez lui, mais un accident de voiture opportun le garda loin de leur chemin. Le 17 juillet, le New York Times titrait dans un de ses articles « À Canton, les menaces de mort continuent après le meurtre de l'éditeur ». L'article décrivait la terreur grandissante des citoyens de Canton face aux menaces de règlement de compte des trafiquants et autres criminels. Comme le raconte Napoleon Hill, il prit le premier vol vers l'ouest de la Virginie après avoir eu vent du meurtre de Mellet sur un avertissement anonyme l'invitant à quitter la ville sur le champ. En grande partie grâce au travail d'un détective engagé par le procureur du comté de Stark, McDermott, 2 bandits des environs et un ancien officier de police furent finalement condamnés pour le meurtre de Mellet. Les tournants les plus importants de ma vie. Le changement se produisit d'un seul coup, à l'automne 1927, plus d'1 an après l'incident de Canton. J'étais sorti de chez moi, un soir, et j'étais monté jusqu'à l'école publique, pour atteindre le sommet de la colline qui dominait la ville. J'avais décidé de résoudre la question qui me taraudait avant que la nuit n'ait pris fin. Je commençais à tourner autour de l'école, essayant d'obliger mon cerveau embrumé à penser clairement. J'ai dû tourner plusieurs centaines de fois autour de l'école avant que ce qui puisse ressembler de près ou de loin à quelques pensées organisées ne daigne apparaître dans mon esprit. Tout en marchant, je répétais sans cesse. Il y a une solution et je la trouverai avant de rentrer. J'ai dû répéter cette phrase au moins 1 millier de fois. Je le pensais vraiment. J'étais profondément déçu et dégoûté de moi-même, mais j'avais encore une lueur d'espoir. Puis, tout à coup, comme un éclair cisaillant le ciel, une idée vint frapper l'antichambre de ma conscience, avec une force telle que le sang qui irriguait mes veines ne fit qu'un tour. Le moment de l'épreuve est venu pour toi. Tu as subi humiliation et pauvreté pour t'amener malgré toi à découvrir ton autre soi. Pour la première fois depuis tant d'années, ce que M. Carnegie avait dit au sujet de l'autre soi me revenait à l'esprit. Je me rappelais à présent qu'il avait affirmé que je le découvrirais uniquement vers la fin de mes recherches sur les causes de l'échec et du succès, et que, le plus souvent, une telle découverte se produit dans les situations de crise qui obligent les hommes à modifier leurs habitudes et à rechercher de toute leur force une issue à leurs difficultés. J'ai continué à tourner autour de l'école, mais dès lors, j'avais l'impression de glisser sur des coussins d'air. Inconsciemment,
Je sentais que j'étais enfin sur le point de m'évader de cette prison construite de mes mains, où la force des choses m'avait contrainte à m'enfermer. Je me suis rendu compte que cette extrême urgence m'avait donné l'occasion, non seulement de découvrir cet autre soi, mais aussi de mettre à l'épreuve la validité de cette philosophie du succès que j'avais enseignée à tant d'autres comme étant fonctionnelle et tangible. Je pourrais bientôt juger ou non de son efficacité. J'avais décidé que si celle-ci ne fonctionnait pas, je brûlerais les manuscrits dont j'étais l'auteur, ne me rendant ainsi plus jamais coupable d'enseigner aux gens qu'ils sont les maîtres de leur destin, les capitaines de leurs âmes. Si la conjoncture économique actuelle vous a déstabilisé, vous entraînant dans la pauvreté ou le manque, réduisant presque à néant votre confiance en vous-même, considérez qu'il ne s'agit en réalité que d'une épreuve, tout comme celle que Napoleon Hill dut traverser à la fin des années 20. Efforcez-vous de découvrir cet autre soi en vous-même, en apprenant à vous hisser hors du creux de la vague, et grâce à votre persévérance, vous recevrez souvent les inspirations qui vous permettront de réussir vraiment. Invictus, publié en 1888 par William Ernest Henley, paraphrasé par Napoleon Hill. Sorti par cette noire nuit qui me couvre, tels les néants qui vont d'un pôle à l'autre, je remercie les dieux dont les portes m'ouvrent, l'âme indomptable de mon humble apôtre. Pris au piège, aux griffes des circonstances, brave, je n'ai point sourcillé ni crié gare, sous les cruels martèlements de la chance. Ma tête saigne, mais elle reste froide. Au-delà du monde de colères et de larmes, quand surgit et menace l'horreur de l'ombre, par-delà le monde, les années, les armes, plus jamais je n'aurai peur dans la pénombre. Quelles que soient les écluses que ma vie trame, chaque punition sur ce divin parchemin, je resterai toujours maître de mon destin, l'unique, le seul, capitaine de mon âme. La pleine lune se levait au-dessus de la montagne. Je ne l'avais jamais vue briller si fort. Tandis que j'étais debout, à la contempler, une autre pensée me traversa soudain. Tu as appris aux gens à maîtriser leurs peurs et à surmonter les difficultés qui surviennent en période de crise. Mais à compter d'aujourd'hui, ton autorité sera plus grande, car tu es sur le point de t'élever toi-même au-dessus de tes propres difficultés, avec courage et conviction, résolument et sans aucune peur. Au même instant, il se produisit une transformation biochimique de mon être, m'entraînant dans un état d'exultation que je n'avais encore jamais connu. Mon cerveau commença à se dégager de la léthargie dans laquelle il était plongé. Ma faculté de raisonnement se remit à fonctionner normalement. Pendant un bref instant, je fus reconnaissant d'avoir eu la chance de connaître ces longs moments de tourment, car une telle expérience me donnait l'occasion de tester la sagesse des principes de réussite que j'avais si laborieusement déduits de mes recherches. À l'instant même où cette pensée me traversa, je restai immobile. Debout, rapprochant mes deux pieds l'un de l'autre, je fis alors un salut, envers je ne sais qui ou quoi d'ailleurs, me tenant solidement au garde à vous pendant quelques instants. À première vue, cela pouvait paraître ridicule, mais alors que je me tenais là, une autre pensée claqua en moi sous la forme d'un ordre tel un fouet, aussi bref et rapide que celui que donnerait un commandant militaire à son subordonné. Demain, monte dans ta voiture et rends-toi à Philadelphie. Tu y recevras l'aide dont tu as besoin pour publier ta philosophie du succès. Je ne reçus aucune autre explication, ni aucune modification de l'ordre donné. Dès que je le reçus, je repris le chemin de la maison, me couchai et dormis plus sereinement que je n'avais réussi à le faire depuis plus d'un an. En me réveillant le lendemain matin, je me levai et commençai immédiatement à faire mes bagages pour préparer mon voyage à Philadelphie. Ma raison me suggérait que je m'embarquais là dans une folle mission, sans queue ni tête. Je me demandais, qui pourrais-je bien connaître à Philadelphie susceptible d'investir les fonds nécessaires pour la publication des 8 volumes de ma loi du succès, soit 25 000 $. Instantanément, la réponse apparut à ma conscience aussi clairement que si elle avait été prononcée à haute et intelligible voix. Tu es maintenant en train de suivre des ordres, ce n'est donc pas le moment de poser des questions. Ton autre soi sera aux commandes pendant ce voyage. Il y avait une autre question qui semblait rendre mes préparatifs pour aller à Philadelphie parfaitement absurdes. Je n'avais pas d'argent. Cette pensée m'avait à peine effleuré que mon autre soi la fit exploser par un autre ordre direct. Demande 50 $ à ton beau-frère et il te les prêtera. L'ordre semblait clair et définitif. Sans plus hésiter,
je suivis les instructions. Lorsque je demandai à mon beau-frère, il me répondit « Eh bien, écoute, je peux volontiers te donner 50 $, mais si tu pars très longtemps, il vaudrait mieux que tu en prennes 100. » Je le remerciai et lui répondis qu'il me semblait que 50 $ suffiraient. Je savais que ce n'était pas assez, mais c'était la somme que mon autre soi m'avait ordonné d'emprunter. C'était donc celle que je devais veiller à obtenir. Je fus grandement soulagé de voir que mon beau-frère ne chercha pas à connaître les raisons de mon voyage à Philadelphie. S'il avait su les événements qui venaient de se produire dans mon esprit au cours de la nuit, il aurait sûrement pensé que l'hôpital psychiatrique le plus proche eût été une issue bien plus favorable pour mon entreprise. Mon autre soi prend les commandes. En partant, ma tête me disait que c'était stupide. En même temps, mon autre soi m'ordonnait de faire abstraction de ses objections et de mettre ses instructions à exécution. J'ai conduit la nuit entière, arrivant à Philadelphie tôt le matin. Ma première pensée fut de rechercher un lieu d'hébergement à moindre frais, où je puisse louer une chambre pour environ $1 par jour. Là encore, mon autre soi prit le contrôle et m'ordonna de me rendre à l'hôtel le plus sélect de la ville. Alors qu'il ne restait plus que 40 $ de mon capital initial, j'avais l'impression d'être en train de commettre un suicide financier en m'approchant de la réception pour réserver une chambre. Ou plutôt, devrais-je dire, je m'apprêtais à demander cette chambre quand cet autre soi, aux commandes depuis peu, m'ordonna de réserver plutôt une suite, dont le prix consommerait le restant de mon capital en à peine 2 jours. J'obéis. Le groom saisit mes sacs de voyage, me tendit mon ticket de stationnement et s'inclina pour m'inviter à le suivre, comme si j'avais été le prince de Galles en personne. C'était la première fois depuis plus d'1 an qu'un être humain me montrait tant d'égards. Les membres de ma propre famille, avec qui j'avais vécu cette dernière année, étaient loin d'exprimer à mon sujet un tel respect. Je me voyais à leurs yeux comme un fardeau. Je crois vraiment que c'était le cas, car je ne peux imaginer personne qui, au vu des troubles que je traversais depuis 1 an, n'aurait pu être considéré autrement par ses proches. Il m'est apparu clairement que mon autre soi était déterminé à me sevrer du complexe d'infériorité que j'avais développé. J'ai glissé un billet de $1 au garçon. J'étais en train de commencer à calculer combien me reviendrait l'hôtel au bout d'1 semaine, lorsque mon autre soi m'ordonna immédiatement de faire complètement abstraction de toute pensée qui puisse me limiter, et de me comporter pour le moment exactement comme je l'aurais fait si j'avais eu dans mes poches tout l'argent que je désirais. L'expérience que je vivais était aussi inédite qu'étrange pour moi. Je n'avais jamais jusque-là prétendu être qui que ce soit d'autre que celui que je croyais être. Pendant presque une demi-heure, cet autre soi me donna des ordres que je suivis à la lettre pendant le restant de mon séjour à Philadelphie. Les instructions me parvenaient sous la forme de pensées, se présentant à ma conscience avec une force telle qu'il était facile de les distinguer des pensées ordinaires dont j'étais moi-même l'auteur. Napoléon Hill assume le profil de l'homme prospère qu'il souhaite devenir. Nous sommes entièrement d'accord que pour être riche, vous devez penser comme un homme riche. Il est également important d'être dans un environnement favorable. Don Green, PDG de la fondation Napoleon Hill, me dit une fois « C'est chez Sobel, magasin de vêtements sur mesure, que je me suis procuré mes premiers complets vestons. » Sobel était l'endroit où les cadres d'Eastman Kodak faisaient leurs courses. Le propriétaire avait mis une pancarte derrière la caisse sur laquelle on pouvait lire « Si vous souhaitez le succès, vous devez d'abord emporter le costume. » Je reçois d'étranges ordres d'une source étrange. Mes instructions étaient les suivantes. Tu es maintenant complètement en charge de ton autre soi. Tu as le droit de savoir que 2 entités occupent ton corps, tout comme d'ailleurs 2 entités semblables habitent aussi le corps de toute personne vivant sur Terre. L'une de ces entités est motivée par la peur et réagit à son impulsion. L'autre est motivée par la foi et réagit à son impulsion. Depuis plus d'1 an, tu as été dirigé comme un esclave par l'entité de peur. Avant-hier soir, au cours de la nuit, l'entité de foi a pris les commandes de ton corps physique et tu es maintenant dirigé par elle. Pour plus de facilité, tu peux l'appeler ton autre soi. Elle ne connaît aucune limitation, aucune peur et ne reconnaît pas de mots tels que « impossible ». C'est ainsi que tu as été conduit à choisir ce cadre luxueux dans un bel hôtel, comme pour décourager le retour au pouvoir de l'entité dirigée par la peur. Cet ancien soi motivé par la peur n'est pas mort. Il a simplement été détrôné. Il continuera à te suivre partout où tu iras, attendant l'occasion favorable pour revenir et reprendre le contrôle de la situation. Il ne peut cependant rétablir son emprise sur toi que par l'intermédiaire de tes pensées.
Souviens-toi de cela, et garde les portes de ton esprit étroitement fermées à toute pensée cherchant à te limiter de quelque manière que ce soit, et tu resteras ainsi en parfaite sécurité. Ne t'autorise plus à entretenir la moindre inquiétude au sujet de l'argent dont tu aurais la nécessité pour tes dépenses courantes. Il te parviendra au moment même où tu en auras besoin. Passons maintenant aux choses sérieuses. Tout d'abord, tu dois savoir que dans son fonctionnement, l'entité fondée sur la foi qui dirige actuellement ton corps n'accomplit aucun miracle et ne va à l'encontre d'aucune des lois de la nature. Tant qu'elle dirigera ton corps, elle te guidera à chaque fois que tu feras appel à elle, par l'intermédiaire de pensées qui apparaîtront dans le champ de ta conscience. Elle t'orientera pour mener à bien tes projets par les moyens disponibles les plus logiques et les plus pratiques possibles. Par-dessus tout, garde bien présent à l'esprit le fait que ton autre soi ne fera pas le travail à ta place. Il ne fera que te guider intelligemment pour te permettre d'atteindre toi-même l'objet de tes désirs. Cet autre soi va t'aider à transformer tes projets en réalité. D'autre part, tu dois savoir qu'il commencera toujours par ton désir principal ou par celui qui prédomine. Actuellement, ton désir principal, celui qui t'a conduit ici, est de publier et de diffuser les fruits de ta recherche sur les causes du succès et de l'échec. Tu estimes avoir besoin d'environ 25 000 $. Parmi tes connaissances, il y a un homme qui t'apportera le capital dont tu as besoin. Commence immédiatement à te rappeler les noms de toutes les personnes que tu connais et dont tu as de bonnes raisons de penser qu'elles pourraient t'apporter l'aide financière en question. Lorsque le nom de la personne évidente pour ce rôle te viendra à l'esprit, tu le sauras immédiatement. Contacte-la et l'aide que tu recherches te sera alors accordée. Cependant, lorsque tu l'approcheras, présente ta requête dans des termes semblables à ceux que tu utilises habituellement dans des transactions professionnelles courantes. Ne fais en aucun cas référence à l'existence d'un autre soi. Si tu transgresses ces instructions, tu rencontreras une autre défaite temporaire. Ton autre soi restera aux commandes et continuera à te guider aussi longtemps que tu compteras sur lui. Garde ton esprit clairement dégagé de la substance du doute, de toute peur ou de quelque pensée qui puisse te limiter. Ce sera tout pour le moment. Tu vas maintenant recommencer à te déplacer selon ta propre volonté, exactement comme tu le faisais avant de faire la découverte de ton autre soi. Physiquement, tu es identique à celui que tu as toujours été. Par conséquent, personne ne reconnaîtra le changement qui s'est produit en toi. J'ai regardé tout autour de moi, la pièce qui m'entourait, et j'ai cligné des yeux pour m'assurer que je n'étais pas en train de rêver. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au miroir et me suis regardé de près. L'expression de mon visage avait changé. Le doute avait fait place au courage et à la foi. Dorénavant, je ne doutais absolument plus du fait que mon corps physique était sous la direction d'une influence totalement différente de celle qui s'était trouvée détrônée 2 soirs plus tôt, alors que je marchais autour de cette école, en Virginie de l'Ouest. Chapitre 2. Un nouveau monde m'est révélé. Il est évident que je venais de vivre une nouvelle naissance qui m'avait ôté toute forme de peur. Je disposais à présent d'un courage que je n'avais encore jamais expérimenté. Malgré le fait qu'il ne m'ait pas été indiqué comment ni de quelle source je parviendrais à obtenir les fonds que je recherchais, j'avais une foi telle de l'arrivée de l'argent que je me voyais déjà en sa possession. Je n'ai eu que très rarement l'occasion dans ma vie de faire l'expérience d'une foi semblable. C'est un ressenti impossible à décrire. Dans notre langue, il n'existe aucun mot convenant à une telle description. Un fait que tous ceux qui ont vécu une expérience semblable peuvent facilement confirmer. Je mis immédiatement à exécution les instructions que je venais de recevoir. Tout sentiment qui m'avait porté à croire que ma mission était impossible m'avait maintenant quitté. Je commençai à noter une à une toutes les personnes que je connaissais et dont je savais qu'elles pouvaient financer les 25 000 $ dont j'avais besoin. En commençant par le nom de Henry Ford, ma liste entière comptait plus de 300 personnes. Mon autre soi me dit clairement « Continue de chercher ». L'heure la plus sombre précède toujours l'aurore. Mais j'étais arrivé au bout de ma route. L'intégralité de ma liste de connaissances avait été épuisée et mon endurance physique était dans le même état. J'avais passé pratiquement 2 jours et 2 nuits sur cette tâche, ne m'arrêtant que pour dormir quelques heures. Je m'enfonçai dans ma chaise, fermai les yeux et m'assoupis quelques minutes. Je fus alors réveillé par ce qui me parut être une explosion dans la pièce. Quand je repris conscience, le nom de Albert L. Pelton vint à mon esprit, et, avec lui,
Un plan dont je sus instantanément qu'il fonctionnerait à merveille et mènerait M. Pelton à publier mes livres. Je me rappelais que M. Pelton était annonceur dans The Golden Rule, le magazine que j'avais édité par le passé. J'envoyai un courrier à M. Pelton, à Meriden, dans le Connecticut, dans lequel je décrivis le plan tel qu'il m'avait été transmis. Il répondit par télégramme, disant qu'il viendrait me rencontrer à Philadelphie le jour suivant. Lors de notre rencontre, je lui montrai les manuscrits originaux de ma philosophie et lui expliquai brièvement ce qui me semblait être sa mission. Il parcourut les manuscrits durant quelques minutes, s'arrêta soudain, fixa le mur durant un court instant et dit « Je vais publier vos livres ». Le contrat fut rédigé sur le champ. Une avance substantielle de royalties me fut versée, les manuscrits lui furent remis, et il les emmena à Meriden. Sur le moment, je ne lui ai pas demandé ce qui l'avait amené à prendre la décision d'éditer mes livres, avant de les avoir lus, mais ce que je sais, c'est qu'il fournit le capital nécessaire, imprima les livres, et m'assista dans la vente de plusieurs milliers d'exemplaires à sa propre clientèle, qui se trouvait pratiquement dans chaque pays anglophone de la planète. Mon autre soi fait des merveilles. 3 mois après notre rencontre à Philadelphie, la série complète de mes livres était placée bien en vue sur ma table et les revenus provenant des ventes étaient assez élevés pour subvenir à tous mes besoins. Ces livres sont à présent entre les mains de mes étudiants dans le monde entier. Mon premier chèque de royalties fut de $850. Alors que j'ouvrais l'enveloppe qui l'accompagnait, j'entendis mon autre soi me murmurer « Tes seules limites sont celles que tu as établies toi-même dans ton esprit. » Je ne suis pas sûr de saisir clairement en quoi consiste cet autre soi, mais si je sais une chose, c'est que l'homme ou la femme qui le découvre et se fie à ses conseils ne peut rencontrer l'échec de façon permanente. Le lendemain de cette journée où M. Pelton était venu me voir à Philadelphie, mon autre soi me présenta une idée lumineuse qui résolut immédiatement mes soucis financiers. Je fus frappé par l'évidence que les méthodes de commercialisation des automobiles devaient subir un changement drastique. Dans ce domaine, les vendeurs devraient apprendre à vendre des voitures neuves au lieu de se contenter de négocier le rachat des voitures d'occasion, ce que la majorité d'entre eux faisaient à l'époque. Je pensais aussi que les jeunes qui venaient juste de terminer le lycée et qui, de ce fait, ne connaissaient pas les vieux trucs des anciens, constitueraient le meilleur matériau qui permettrait de forger cette nouvelle génération de vendeurs. L'idée était si singulière et si impressionnante que j'appelai immédiatement à longue distance le responsable des ventes de General Motors pour lui expliquer rapidement mon plan. Il fut également impressionné par mon idée et m'introduisit aussitôt auprès de Earl Powell, qui était le dirigeant et le propriétaire de la filiale ouest de Philadelphie de l'entreprise Buick. Je rencontrai M. Powell et lui expliquai mon plan. Il m'engagea immédiatement pour former 15 jeunes hommes soigneusement sélectionnés qui sortaient du lycée. Nous allions appliquer le plan sur eux. L'avance qu'il me versa alors fut plus que suffisante pour couvrir toutes mes dépenses durant les 3 mois suivants, jusqu'à ce que les retours sur la vente de mes livres ne commencent à affluer. Cela comprenait le coût de cette suite hors de prix qui m'avait tant inquiété au début. Mon autre soi ne m'avait pas trahi. L'argent dont j'avais besoin était entre mes mains au moment précis où c'était nécessaire, tel que cela m'avait été prédit. Pourtant, lorsque j'avais quitté la Virginie de l'Ouest, ma raison n'avait cessé de me marteler que mon voyage pour Philadelphie était à tous égards une opération suicide. À partir de cet instant, à la minute près, tous mes besoins furent comblés alors que le monde entier venait d'entrer dans une période de récession économique. À cette époque, les nécessités de base n'étaient plus toujours disponibles pour la population. Parfois, les biens matériels arrivèrent un peu en retard, mais je peux réellement dire que mon autre soi m'a toujours attendu à la croisée des chemins pour me les fournir et m'indiquer la marche à suivre. L'autre soi ne suivait aucun modèle établi, ne reconnaissait aucune limite et trouvait toujours un moyen d'accomplir les fins désirées. Il pouvait rencontrer quelques défaites temporaires, mais jamais d'échecs permanents. Je suis aussi certain de ce que j'énonce que je le suis d'être en train d'écrire ces lignes. En même temps, j'espère sincèrement que certaines personnes, parmi les milliers d'hommes et de femmes blessés par la dépression financière et d'autres expériences désagréables, découvriront en eux cette entité étrange que j'ai nommée l'autre soi. J'aspire à ce que cette découverte les mène, comme elle m'a mené moi-même, vers une relation intime avec cette source de pouvoir qui enjambe les obstacles et maîtrise les difficultés, au lieu de capituler devant l'échec. Il existe un pouvoir immense à découvrir dans votre autre soi. Cherchez-le sincèrement et vous le trouverez.
l'autre soi pouvait rencontrer quelques défaites temporaires, mais jamais d'échecs permanents. Combien de fois nous laissons-nous affecter par une défaite temporaire, comme s'il s'agissait d'un échec permanent, au lieu d'en tirer la leçon et d'avancer? Comme il le décrit, il affronta lui-même de nombreux revers durant son voyage, mais à chaque fois, il fut capable de déceler les meilleures pépites à retirer de chaque situation pour avancer vers de plus grands succès. Le travail de Hill fut publié durant la Grande Dépression et aida en effet des milliers de gens à trouver l'espoir et le courage de vivre avec la foi qu'ils trouveraient leur propre chemin vers le succès. Je crois que nous pouvons mettre en parallèle son époque et la nôtre. C'est dans les périodes de grand stress que nous découvrons notre volonté propre et notre force intérieure. Avec l'incertitude économique actuelle, les gens choisissent, ou sont forcés, de suivre de nouveaux chemins pour assurer leurs besoins propres et ceux de leur famille. Beaucoup d'entre eux rencontreront de grands succès. Dans 2 ou 5 ans, l'histoire de leur fantastique réussite fera les grands titres des magazines. Ferez-vous partie de ces belles histoires ou serez-vous encore sur la touche? L'échec, une bénédiction cachée. Grâce à ma rencontre avec mon autre soi, j'ai aussi découvert que chaque problème légitime, de tout niveau de difficulté, possède sa solution. J'ai également découvert que chaque défaite temporaire, chaque échec et chaque forme d'adversité apporte également le germe d'une opportunité potentielle. Voyez-vous, je n'ai pas dit le parfum d'un succès immédiat, mais la graine à partir de laquelle la fleur peut germer et grandir. Je ne connais aucune exception à cette règle. La graine dont je parle n'est pas systématiquement visible à l'œil nu, mais vous pouvez être certain qu'elle est là sous une forme ou une autre. Je ne prétends pas tout connaître de cette force étrange qui m'a réduit au manque et à la pauvreté et qui m'a rempli de peur. Cette même puissance donna ensuite naissance à une nouvelle foi que j'ai eu le privilège de partager avec les dizaines de milliers de personnes en train de dévier de leur chemin. Mais je sais qu'une telle force est entrée dans ma vie et que je fais tout mon possible pour mettre les autres en communication avec elle. Durant mon quart de siècle de recherche sur les causes de l'échec et du succès, j'ai découvert de nombreuses vérités qui furent autant d'aides précieuses pour moi et pour les autres. Mais ce qui m'a le plus impressionné fut de découvrir que chaque grand leader du passé que j'ai étudié fut assailli par les difficultés et rencontra des défaites temporaires avant de réussir. Du Christ jusqu'à Edison, les hommes qui ont le plus réussi sont ceux qui ont rencontré les formes de défaites temporaires des plus pugnaces. Cela semble justifier la conclusion que l'intelligence infinie a un plan ou une loi selon laquelle elle dresse sur la route des hommes une série d'obstacles et autres embûches avant de leur donner le privilège de devenir des dirigeants ou l'opportunité de rendre service à la société de façon remarquable. Je ne souhaiterais pas devoir revivre les expériences que j'ai traversées durant ce Noël fatidique de 1923, ni cette soirée critique où je tournais autour de cette école en Virginie de l'Ouest et engageais cette terrible bataille contre la peur. Mais, cependant, toutes les richesses du monde ne m'inciteraient pas à me défaire de la connaissance que j'ai acquise durant ces expériences. Une nouvelle vision de la foi. Je répète que je ne saurais pas définir exactement cette autre soi, mais j'en sais suffisamment à son sujet pour me reposer sur lui avec une foi absolue dans les périodes de difficulté où mes facultés de raisonnement ordinaires semblent inadéquates par rapport à mes besoins réels. La dépression économique, qui a commencé en 1929, a plongé des millions de personnes dans la misère, mais n'oublions pas que cette expérience a aussi apporté de nombreux bienfaits. L'un de ces joyaux est la prise de conscience qu'il existe quelque chose d'infiniment pire que le fait d'être forcé de travailler, c'est d'être forcé de ne pas travailler. Finalement, cette dépression tiendrait plus de la bénédiction que de la malédiction si elle était analysée à la lumière des changements qu'elle a apportés dans l'esprit de ceux-là même qu'elle a blessés. Même chose pour chaque expérience qui change les habitudes des hommes et les oblige à se tourner vers leur intériorité pour trouver la solution de leurs problèmes. L'année passée, reclus en Virginie de l'Ouest, fut, par le plus grand des hasards, la punition la plus sévère de toute ma vie, mais l'expérience m'apporta des cadeaux sous la forme d'un savoir indispensable qui compensa de loin les souffrances qu'elle me coûta. Ces deux résultats, la souffrance et la connaissance qui en résultèrent, étaient inévitables. La loi de la compensation, qu'Emerson a si clairement définie, a rendu ces deux résultats à la fois naturels et nécessaires.
Que l'avenir me réserve quelques déceptions, par le biais de nouvelles défaites temporaires, je n'ai bien sûr aucun moyen de le savoir. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'aucune expérience future ne pourra me blesser aussi profondément que celle que j'ai pu connaître par le passé, car, à présent, je suis au moins en communication avec mon autre soi. Depuis que cet autre soi m'a pris en charge, j'ai la certitude d'avoir appris une connaissance utile que je n'aurais jamais pu découvrir si mon ancienne entité pétrie de peur siégeait encore sur le trône. Une chose que j'ai retenue, c'est que ceux qui rencontrent des difficultés censées insurmontables peuvent au mieux, s'ils le font, surmonter ces difficultés en les oubliant pendant un temps et en aidant ceux qui ont de plus gros problèmes. Il existe quelque chose d'infiniment pire que le fait d'être forcé de travailler. C'est d'être forcé de ne pas travailler. Finalement, cette dépression tiendrait plus de la bénédiction que de la malédiction si elle était analysée à la lumière des changements qu'elle a apportés. Il est-il seulement dur ici ou regarde-t-il au-delà de la cause et de l'effet immédiat de ce désastre économique vers les effets spirituels sous-jacents qui émergent d'une crise véritable? Notre épreuve économique actuelle pourrait-elle être une bénédiction plutôt qu'une malédiction? Ralph Waldo Emerson a décrit la loi de la compensation en termes très clairs. Pour chaque chose que vous avez manquée, vous avez gagné quelque chose d'autre. Et pour chaque chose que vous gagnez, vous perdez quelque chose d'autre. Dans son journal daté du 8 janvier 1826, il a également écrit « La globalité de ce que nous connaissons est un système de compensation. Chaque défaut d'une certaine forme est compensé sous une autre forme. Chaque souffrance est récompensée. Chaque sacrifice est compensé. Chaque créance est payée. » La valeur de donner avant d'essayer d'avoir. Je suis convaincu que toute aide que nous apportons à ceux qui sont dans la détresse reçoit une récompense. Cette gratification ne vient pas forcément de ceux à qui le service a été rendu, mais elle proviendra d'une source ou d'une autre. Je doute sérieusement qu'aucun homme ne puisse profiter des bienfaits de son autre soi, aussi longtemps qu'il sera aux prises avec la cupidité et l'avarice, ainsi que la peur et l'envie. Et quand bien même cette conclusion s'avérerait fausse, il me resterait encore l'honneur inhabituel de compter parmi ceux qui ont trouvé la paix et le bonheur grâce à un point de vue erroné. Je préfère avoir tort et être heureux que d'avoir raison et être malheureux. Mais ce point de vue n'est pas faux. Aussi longtemps que je resterai en bon terme avec mon autre soi, je serai capable d'acquérir toutes les choses matérielles dont j'ai besoin. En outre, je serai à même de trouver le bonheur et la paix. Peut-on accomplir de plus? Le seul motif qui m'a inspiré à écrire ce livre était un désir sincère d'être utile aux autres. Je souhaitais partager, avec ceux qui étaient prêts à l'accepter, la richesse prodigieuse qui fut la mienne le jour où j'ai découvert mon autre soi. Cette richesse, heureusement, compte parmi celles qui ne sont pas uniquement quantifiables en termes matériels ou financiers. Elle va bien au-delà de ce que ce genre de choses peut représenter. La richesse sur le plan matériel et financier, quand elle est réduite à sa forme la plus élémentaire, peut au mieux être mesurée par un solde bancaire. Mais un compte en banque n'est jamais plus fort que la banque elle-même. Cette autre richesse dont je parle est mesurable non seulement en termes de plénitude d'esprit et de satisfaction personnelle, et telle qu'elle se manifeste aux adeptes de la prière. Pendant la prière, mon autre soi m'avait enseigné de me concentrer sur mon but et de tout oublier du plan grâce auquel j'étais censé l'atteindre. Je ne dis pas que les objectifs matériels peuvent être obtenus sans aucun plan. Ce que j'exprime, c'est que le pouvoir qui traduit les pensées ou les désirs de quelqu'un en réalité tangible prend sa source dans une intelligence infinie qui en connaît bien plus sur les plans que celui qui est en train de prier. Autrement dit, ne serait-il pas plus sage, alors que nous prions, de croire que l'Esprit universel fournira le meilleur plan possible pour atteindre l'objet de cette prière? Mon expérience avec la prière m'a appris que très souvent, tout ce qui en résulte est un plan, si la prière fournit quelques réponses. Un plan conçu pour atteindre l'objet de la prière par le biais de moyens naturels et matériels. Le plan doit être appliqué et concrétisé par l'action résultant d'un effort personnel. Je ne connais pas de prière qui puisse fonctionner favorablement dans un esprit teinté par la moindre nuance de peur. Une nouvelle manière de prier. Depuis que je connais mieux mon autre soi, ma façon de prier est différente de ce qu'elle était auparavant. J'avais l'habitude de prier uniquement lorsque j'affrontais les difficultés.
Maintenant, lorsque c'est possible, je prie avant que les difficultés ne me dépassent. Je ne prie plus pour obtenir davantage de belles choses que ce monde peut offrir ou pour de plus grandes bénédictions. Je prie pour être digne de ce que j'ai déjà. J'ai réalisé que ce plan est infiniment meilleur que l'ancien. L'intelligence infinie ne semble pas s'offenser quand je la remercie et que j'exprime ma gratitude pour les bénédictions qui ont couronné mes efforts. Je fus stupéfait quand, pour la première fois, j'ai essayé d'offrir une prière de remerciement pour tout ce que je possédais déjà. Je découvris l'immense richesse que je détenais sans même l'apprécier. J'ai découvert, par exemple, que je possédais un corps en parfaite santé, qui n'avait jamais été sévèrement endommagé par la maladie. Je possédais un esprit raisonnablement bien équilibré. J'avais une imagination créative qui me permettait de rendre service à un grand nombre de personnes. J'avais eu la bénédiction de pouvoir jouir de toute la liberté désirée dans mon corps comme dans mon esprit. Je possédais un impérieux désir d'aider ceux qui eurent moins de chance. J'ai découvert que le bonheur, le but ultime de toute l'humanité, était à moi, avec ou sans récession économique. Dernier point, mais non des moindres, j'ai découvert que j'avais le privilège d'approcher l'intelligence infinie, que ce soit pour la remercier de tout ce que je possédais déjà, ou pour lui demander plus et pour être guidé. Peut-être serait-il utile que chaque lecteur de ce livre fasse également l'inventaire de son propre patrimoine intangible. Un tel inventaire pourrait lui dévoiler les trésors inestimables déjà en sa possession. Certains signes que nous avons négligés. Le monde entier subit un changement d'une proportion si stupéfiante que des millions de personnes se sont laissées pétrifier par la panique, l'inquiétude, le doute, l'indécision et la peur. Il me semble que c'est la période idéale pour tous ceux qui se sont trouvés à la croisée du chemin avec le doute de s'efforcer de faire connaissance avec leur autre soi. Tous ceux qui souhaitent le faire trouveront aussi très utile de s'inspirer de la nature. L'observation montre que les étoiles éternelles illuminent le ciel nocturne à leur place habituelle, que le soleil diffuse constamment sa chaleur rayonnante, incitant Mère Nature à produire de la nourriture et de quoi se vêtir en abondance, que l'eau continue de couler au cœur des vallées, que les oiseaux qui sillonnent le ciel et les animaux sauvages des forêts reçoivent leur nourriture quotidienne, que la journée de travail est suivie par une nuit de repos, que l'été actif est suivi du sommeil hivernal, que les saisons vont et viennent précisément comme elles le faisaient avant le début de la dépression de 1929, que finalement, seuls les esprits des hommes ont cessé de fonctionner normalement, et ceci parce qu'ils ont laissé la peur envahir leur esprit. L'observation de ces simples faits de tous les jours peut être utile comme point de départ pour ceux qui souhaitent supplanter la peur par la foi. Je ne suis pas un prophète, mais je peux, en toute modestie, prédire que chaque individu a le pouvoir de changer son statut matériel ou financier en changeant en tout premier lieu la nature de ses croyances. Ne confondez pas croyance et souhait. Ces deux mots n'ont rien de semblable. Chaque personne est capable de souhaiter de meilleures finances, une meilleure situation matérielle ou une plus grande spiritualité. Mais la foi demeure la seule puissance capable de traduire un souhait en croyance, une croyance en réalité. Et ce livre est l'endroit approprié pour attirer l'attention sur le réel avantage de ce concept. Chaque personne peut faire l'expérience d'utiliser délibérément la foi pour concentrer son attention sur toute forme de désir constructif. L'esprit répond au désir le plus dominant et le plus prononcé de son propriétaire. Ce fait n'a aucune exception. C'est un fait, c'est tout. Prenez garde à ce sur quoi vous jetez votre dévolu, car assurément, vous le posséderez. La foi est le point de départ de toute grande réalisation. Si Edison s'était arrêté en route et s'était simplement contenté de souhaiter que le secret de l'énergie électrique soit un jour maîtrisé et utilisé dans une lampe à incandescence, ce confort de la civilisation serait resté parmi les nombreux secrets de la nature. Il rencontra plus de 10 000 défaites temporaires avant d'arracher ce secret à Dame Nature. Le résultat de ses recherches lui fut transmis parce qu'il y croyait et qu'il n'interrompit jamais ses tentatives avant d'obtenir la réponse. Edison découvrit bien plus qu'un secret. Ses découvertes auraient d'ailleurs été taxées de miracles dans un passé plus lointain. Il révolutionna le royaume de la physique plus qu'aucun homme ne l'a jamais fait de son vivant, et ceci parce que, lui aussi, fit connaissance avec son autre soi. Il me l'a confirmé lui-même. Cependant, même s'il ne me l'avait pas dit avec ses propres mots,
en elles-mêmes, ces réalisations prouvent qu'il avait découvert ce secret. Dans le domaine du raisonnable, rien n'est impossible à celui qui connaît son autre soi et se fie à lui. À partir du moment où l'homme croit en une vérité, celle-ci trace son chemin pour devenir réalité. Une prière est une libération de pensée, parfois exprimée à voix haute, parfois en silence. Avec l'expérience, j'ai observé qu'une prière silencieuse est aussi efficace qu'une prière exprimée avec des mots. De même, j'ai appris que l'état d'esprit est le facteur déterminant qui fait qu'une prière fonctionne ou non. La conception de l'autre soi, que j'ai essayé de décrire, symbolise simplement une nouvelle approche vers l'intelligence infinie. Une approche que chacun peut contrôler et diriger à travers le procédé élémentaire qui consiste à pétrir ses pensées de foi. Autrement dit, à présent, j'ai acquis une foi beaucoup plus grande dans le pouvoir de la prière. Apparemment, l'état d'esprit connu sous le terme de foi ouvre à chacun la voie d'un sixième sens grâce auquel il peut communiquer avec des sources de pouvoir et d'information qui surpassent de loin celles qui sont disponibles à travers ses cinq sens physiques. Avec le développement de ce sixième sens, une puissance étrange vient alors à votre aide et obéit à vos ordres, et nous pouvons supposer que cette puissance s'apparente à un ange gardien qui peut vous ouvrir à tout moment les portes du temple de la sagesse. Je n'ai jamais rien expérimenté d'autre qui se rapproche autant du miracle que le sixième sens. Il m'apparaît certainement ainsi parce que je ne saisis toujours pas les méthodes par lesquelles ce principe opère. Ce que je sais, tout au plus, c'est qu'il existe un pouvoir, une cause initiale, ou une intelligence qui imprègne chaque atome de matière et embrasse chaque unité d'énergie perceptible par l'homme. Que cette intelligence infinie transforme un gland en chêne, fait que l'eau ruisselle dans le lit des vallées en réponse à la loi de la gravité, que le jour succède à la nuit et le printemps à l'hiver, les maintenant chacun dans le temps qui leur est imparti et régissant les relations qui les lient les uns aux autres. Cette intelligence peut aider à transformer le désir d'un homme en une forme concrète ou matérielle. Je possède cette connaissance car je l'ai expérimentée, mais surtout parce que je l'ai mise à l'épreuve. Pendant des années, j'ai pris l'habitude de faire un bilan personnel annuel pour évaluer si j'avais dépassé ou éliminé certaines de mes faiblesses et pour vérifier quels progrès j'avais pu faire ou non durant l'année. C'est juste après la publication de Réfléchissez et devenez riche en 1937 que Napoleon Hill commença le manuscrit Plus malin que le diable. Au cours de son entretien avec le diable, il découvre et révèle comment le diable contrôle tout un chacun à sa façon. Il décrit les chemins qui vous mèneront à enflammer votre autre soi pour non seulement conquérir le diable de votre vie, mais aussi pour donner tous les moyens à votre autre soi d'accomplir de plus grands succès. Le thème récurrent de son travail réside dans l'importance de transformer vos pensées de peur en pensées de foi. Chapitre 3. Un étrange entretien avec le diable. Pendant que vous lirez l'entretien avec le diable, vous reconnaîtrez, de la brève description que je vous ai donnée de l'histoire de ma vie, quels efforts désespérés le diable a mis en œuvre pour me museler avant que je ne gagne une reconnaissance publique. Vous comprendrez également, après avoir lu cette entrevue avec le diable, pourquoi cet entretien se devait d'être précédé par l'histoire personnelle de mon expérience. Avant que vous ne commenciez votre lecture, je voudrais que vous ayez une image bien claire de l'assaut final que le diable a lancé à mon égard et qu'il est utile de se souvenir que cette attaque finale, en elle seule, me donna la grâce d'attraper le démon par la queue pour mieux la tordre et lui faire gémir ses confessions. Le travail de sape du diable commença avec la Grande Dépression de 1929. Suite à ce tournant propice de la roue de la vie, je perdis mon domaine de 600 hectares dans les montagnes de Catskills. Mes revenus s'épuisèrent dans leur totalité. La Banque nationale de Harriman, dans laquelle toutes mes ressources financières étaient stockées, ferma ses portes et disparut de la circulation. Avant même que je ne prenne conscience de ce qui était en train de se produire, je me trouvais déjà dans un ouragan économique et spirituel majeur. La situation évolua ensuite vers une catastrophe économique d'une telle ampleur qu'aucun individu ou groupe de personnes ne pouvait la supporter. Alors que j'attendais que la tempête ne cesse, et cette panique humaine avec elle, je déménageai à Washington, D.C., la ville où tout avait commencé, suite à ma première rencontre avec Andrew Carnegie,
près d'un quart de siècle plus tôt. Il me semblait alors que je ne pouvais rien faire d'autre, si ce n'est m'asseoir et attendre. Tout ce que je possédais était le temps. Après 3 ans d'attente, sans aucun résultat tangible, mon âme agitée commençait à me pousser à reprendre du service. L'opportunité d'enseigner une philosophie du succès était très maigre, alors que le monde qui m'entourait se débattait au milieu d'un échec lamentable et que l'esprit des hommes était saturé par la peur de la pauvreté. Cette pensée vint à moi un soir, alors que j'étais assis dans ma voiture, en face du mémorial de Lincoln, au bord de la rivière Potomac, à l'ombre du Capitole. Elle vint accompagnée d'une autre pensée. Le monde avait orchestré une dépression sans précédent, sur laquelle aucun être humain n'avait le contrôle. Avec cette dépression, l'opportunité de mettre à l'épreuve ma philosophie d'autodétermination était enfin venue à moi. Je pouvais alors tester le bien fondé de cette longue quête à laquelle j'avais dévoué la plus grande partie de ma vie adulte. Une fois de plus, j'avais l'opportunité d'apprendre si ma philosophie était pratique ou pure théorie. Je pris également conscience que l'heure était venue de mettre à l'épreuve une déclaration que j'avais faite des centaines de fois, celle qui dit que le vent de l'adversité apporte également les graines de la prospérité. Et si tel était le cas, je me demandais quels pourraient bien être les profits qui pourraient être retirés d'une dépression mondiale. Quand j'ai commencé à chercher une route vers laquelle je pourrais avancer pour tester ma philosophie, je fis la découverte la plus choquante de ma vie. Je découvris que, par quelque puissance étrange, incompréhensible, j'avais perdu mon courage, mon initiative avait été démoralisée, mon enthousiasme affaibli. Pire que tout, j'avais amèrement honte de reconnaître que j'étais l'auteur d'une philosophie de l'autodétermination, parce qu'au fond de mon cœur, je savais, ou du moins je pensais savoir, que ma philosophie ne pourrait me tirer hors du puits de désespoir où je me trouvais. Pendant que je me débattais dans un état d'égarement mental, le diable devait sûrement danser une gigue de réjouissance. Enfin, il avait l'auteur de la première philosophie du succès individuel sous son joug et paralysé par l'indécision. Mais l'opposition du diable devait aussi sûrement suivre cette affaire. Alors que je m'asseyais en face du mémorial de Lincoln, me repassant en rétrospective les circonstances qui m'avaient tant de fois précédentes élevé vers de plus hauts sommets d'accomplissement, pour mieux me laisser sombrer vers des abysses de désespoir, une pensée joyeuse me fut délivrée sous la forme d'un plan d'action précis, grâce auquel je croyais pouvoir enfin me débarrasser de ce sentiment hypnotique d'indifférence avec lequel je m'étais lié. Dans l'entretien avec le diable, la nature exacte de la puissance par laquelle je m'étais trouvé privé de mon initiative et de mon courage avait été décrite. C'est le même pouvoir par lequel des millions d'autres furent ligotés durant la Grande Dépression. C'est l'arme principale avec laquelle le diable prend au piège et contrôle les êtres humains. La somme et la substance de la pensée qui me vint fut ceci. Malgré le fait que j'avais appris d'Andrew Carnegie et plus de 500 autres de ses pairs, ayant accompli des succès comparables dans les affaires comme dans leur vie professionnelle, ces succès, quel que soit leur milieu de provenance, vinrent par le biais de la mise en pratique du mastermind, l'harmonieuse coordination de 2 esprits ou plus qui travaillent ensemble pour une fin précise. J'avais échoué quant à la création d'une telle alliance, ayant pour but de mettre en œuvre mon plan qui amènerait au monde la philosophie du succès dont j'étais l'auteur. Malgré le fait que j'avais compris la puissance du mastermind, j'avais négligé de me l'approprier et d'utiliser ce pouvoir. Je peinais comme un loup solitaire au lieu de m'allier à mes semblables et d'autres esprits supérieurs. Il semblerait que l'entretien avec le diable se soit déroulé comme il le décrit quand il s'assit au pied du mémorial de Lincoln. Était-ce réel? Cela le fut pour Hill et cette rencontre posa le cadre selon lequel il vécut sa vie et partagea ses révélations avec nous. Pour répéter les mots précédents de Hill, la découverte que chaque grand leader du passé dont j'ai examiné les résultats fut frappé par les difficultés et rencontra une défaite temporaire avant d'y arriver. Hill décrit aussi dans son travail comment ces grands leaders s'entourèrent d'un mastermind. Ils surmontèrent leurs luttes intérieures au devant de l'adversité et utilisèrent ensuite le pouvoir du mastermind pour propulser leur succès. Méditez sur comment vous pourriez former un tel mastermind, un groupe, une équipe, pour vous aider à dépasser vos épreuves et propulser vos succès. Une analyse.
Analysons brièvement l'étrange entretien que vous vous apprêtez à commencer. Certains d'entre vous, une fois la lecture terminée, voudront poser la question: avez-vous vraiment interrogé le diable, ou avez-vous seulement fait cet entretien avec un diable imaginaire? Certains voudront peut-être même connaître la réponse avant qu'ils ne commencent à lire l'entretien. Je répondrai de la seule façon sincère que je pourrais répondre, en disant que le diable avec qui je me suis entretenu peut avoir été réel autant qu'il l'a déclaré, comme il peut avoir été la création de mon imagination. Qu'il fût réel ou imaginaire n'est que de faible importance en comparaison avec la nature de l'information qui fut transmise par le biais de cet entretien. La question importante est la suivante. L'entretien communique-t-il une information fiable qui puisse être utile aux gens essayant de trouver leur place dans ce monde? Si cette information y est diffusée, il importe peu qu'elle soit communiquée sous la forme de faits réels ou de fiction. Cela méritera alors une analyse sérieuse au travers d'une lecture minutieuse. Je ne suis pas inquiet le moins du monde que cette source d'information soit réelle ou de la réelle nature du diable dont vous allez bientôt lire la stupéfiante histoire. Je suis seulement inquiet du fait que la confession du diable corresponde si parfaitement avec ce que j'ai observé de la vie. Je crois que l'entretien diffuse des informations d'intérêt pratique pour tous ceux qui n'ont pas trouvé la vie facile. Et la raison qui me permet de le croire est que j'ai fait en sorte que le thème central de ce livre me rende tout le bonheur dont j'ai besoin sous la meilleure forme qui corresponde à ma nature. J'ai suffisamment expérimenté les principes mentionnés par le diable pour m'assurer qu'ils feront exactement ce qu'il a dit qu'ils feraient. C'en est assez pour moi. Je vous passe donc l'histoire de cet entretien, afin que vous puissiez en tirer tous les dividendes utiles qu'il pourra vous verser. Vous en tirerez peut-être la plus grande valeur si vous acceptez le diable tel qu'il déclare l'être lui-même, en vous fiant à son message, quoi qu'il puisse vous apporter d'utile, au lieu de vous inquiéter de qui est ce diable ou s'il existe. Honnêtement, si vous voulez mon opinion personnelle, je crois que le diable est exactement ce qu'il prétend être. Maintenant, analysons ensemble cette étrange confession. Après avoir forcé les portes de sa conscience du diable, M. Terrien commence le difficile entretien avec des questions qui ne pourront pas être éludées. Il, M. Terrien, interroge le diable dans une atmosphère qui ressemble à s'y méprendre à une salle de tribunal. Le diable se retrouve d'une certaine manière obligé de donner des réponses complètes et précises. Comment cela s'est-il produit? Il a-t-il peut-être forcé la confession du diable en formant un mastermind, probablement avec sa femme, deux esprits ou plus combinés dans un esprit d'harmonie parfaite, avec un but bien précis, cherchant simultanément à obtenir la même fin, exercer le pouvoir de Dieu. L'immense dépôt de l'intelligence infinie qui recèle tout ce qui est, tout ce qui a toujours été et tout ce qui sera jamais. Peut-être Hill a-t-il gagné le droit d'accéder aux réponses précises, étant un penseur au contrôle de son propre esprit, maître de toutes ses peurs. Par le biais de cette maîtrise de son propre esprit, il aurait demandé de véritables réponses précises du diable. Dans tous les cas, il force le diable à exposer ses tours afin que nous puissions les contrer et éviter les pièges au détour de nos vies. En connaissant ces tours, nous pourrons éviter ces ruses. Ici commence l'entretien avec le diable. J'ai percé le code secret qui me permet de saisir vos pensées. Je suis venu vous poser quelques questions très claires. Je vous prierai de me donner uniquement des réponses directes et franches. Êtes-vous prêt pour cet entretien, monsieur le diable? Je suis prêt, mais adressez-vous à moi avec plus de respect. Durant cet entretien, je vous prierai de m'appeler Votre Majesté. Et de quel droit demandez-vous un respect si royal? Vous devriez savoir que 98% de votre population est sous mon contrôle. Ne pensez-vous donc pas que cela me donne le droit d'être traité comme un sujet de sang royal? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui, d'innombrables. Et en quoi consistent-elles? Elles sont de toutes sortes, mais si vous voulez obtenir des réponses, adressez-vous à moi en tant que votre Majesté. Vous en comprendrez certaines et d'autres non. Afin que vous saisissiez mon point de vue, je vais me décrire et corriger les notions erronées
que les gens ont de moi et de mon lieu de résidence. Très bonne idée, Votre Majesté. Commencez par me dire où vous vivez. Ensuite, décrivez votre apparence physique. Mon apparence physique. Mais pourquoi donc, mon cher monsieur Terrien? Je n'ai pas de corps physique. Je serais bien handicapé avec un tel encombrement, semblable à celui dans lequel vous autres, créatures terrestres, évoluez. Je suis l'énergie négative et je vis dans l'esprit des gens qui me craignent. J'occupe également la moitié de chaque atome de matière physique et de chaque unité d'énergie mentale ou physique. Peut-être comprendrez-vous mieux ma nature si je vous dis que je suis la portion négative de l'atome. Ah, je vois ce que vous vous préparez à déclarer. Vous posez les fondations pour dire que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait ni monde, ni étoile, ni électrons, ni atomes, ni êtres humains, rien. Est-ce juste? Exact. Absolument exact. Dans ce cas, si vous n'occupez que la moitié de toute énergie et matière, qui occupe l'autre moitié? Elle est occupée par mon opposition. Opposition? Que voulez-vous dire? Mon opposition est ce que vous autres, créatures terrestres, appelez Dieu. Vous partagez donc l'univers avec Dieu. Est-ce là votre déclaration? Ce n'est pas ma déclaration, mais la simple réalité. Avant la fin de cet entretien, vous comprendrez pourquoi ma déclaration est vraie. Vous comprendrez également pourquoi cela se doit d'être vrai. Sinon un monde tel que le vôtre ne pourrait exister. Pas plus que des créatures terrestres comme vous. Je ne suis pas une bête avec une langue fourchue et une queue pointue. Mais vous contrôlez les esprits de 98 personnes sur 100, vous l'avez dit vous-même. Qui a causé la misère de ce monde, contrôlé à 98% par le diable, si ce n'est vous? Je n'ai pas dit que je n'avais pas causé toute la misère du monde. D'un autre côté, je m'en vante. C'est mon job de représenter le côté négatif de toute chose, y compris les pensées des créatures terrestres comme vous, ne font pas exception à cette règle. Par quel autre moyen pourrais-je contrôler les gens? Mon opposition contrôle les pensées positives, je contrôle les pensées négatives. Mais comment obtenez-vous le contrôle sur l'esprit des gens? Oh, c'est simple. Il me suffit de m'introduire et d'occuper l'espace inutilisé du cerveau humain. Je sème des graines de pensées négatives dans les esprits et ainsi je peux occuper et contrôler la place. Vous devez avoir beaucoup de tours et d'outils grâce auxquels vous obtenez et gardez le contrôle sur l'esprit humain. Il est certain que pour m'en assurer, j'emploie en effet des astuces et autres artifices. Mes outils sont aussi très intelligents. Continuez. Décrivez vos ruses, Votre Majesté. Un de mes outils les plus ingénieux pour contrôler les esprits est la peur. Je plante les graines de la peur dans les esprits, et quand ces graines germent et croissent, je prends possession de l'espace qu'elles occupent. Les 6 peurs les plus efficaces sont la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse et la peur de la mort. Laquelle de ces 6 peurs vous sert le plus souvent, Votre Majesté? La première et la dernière, la pauvreté et la mort. À un moment ou à un autre, je resserre mon emprise sur tout un chacun grâce à l'une de ces 2 peurs. Je sème si habilement ces craintes dans les esprits que les gens finissent par croire qu'ils en sont eux-mêmes les créateurs. J'arrive à mes fins en leur faisant croire que je me tiens juste à la porte d'entrée de la prochaine vie, attendant de les réclamer après la mort pour une punition éternelle. Je ne peux punir personne, bien sûr, excepté dans le propre esprit de chacun, par le biais de toute forme de peur. Mais la peur d'une chose qui n'existe pas est aussi utile pour moi que la crainte de toute autre chose bien réelle. Toute forme de peur accroît mon territoire dans l'esprit humain. Votre Majesté, pourriez-vous expliquer comment, à l'origine, vous avez pris le contrôle sur les esprits? L'histoire est très longue pour être contée en quelques mots. Elle a commencé il y a des millions d'années, quand le premier homme commença à penser.
Jusque-là, je contrôlais l'humanité entière. C'est alors que mes ennemis découvrirent le pouvoir de la pensée positive placée dans l'esprit des hommes. Et ainsi débuta mon combat pour garder le pouvoir. Jusqu'ici, j'ai plutôt eu de bons résultats, perdant à peine 2% des gens face à mon opposition. Je juge par votre réponse que les hommes qui pensent sont vos ennemis. Est-ce juste? Ce n'est pas juste, mais c'est correct. Parlez-moi un peu plus du monde dans lequel vous vivez. Je vis où bon me semble. Le temps et l'espace n'existent pas pour moi. Je suis une force très bien décrite sous le terme d'énergie. Mon lieu d'habitation favori, comme je vous l'ai dit, est l'esprit des créatures terrestres. Je contrôle une partie du cerveau de chaque être humain. La quantité d'espace que j'occupe dans l'esprit de chaque individu est proportionnelle à la pauvreté et à la consistance de sa réflexion. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas entièrement contrôler un être qui pense. Vous parlez de votre opposition. Que voulez-vous dire au juste par ce terme? Mon adversaire contrôle toutes les forces positives du monde, telles que l'amour, la foi, l'espoir et l'optimisme. Mon adversaire domine également les facteurs positifs de toute loi naturelle qui régit l'univers, les forces qui maintiennent en équilibre la Terre, les planètes et toutes les étoiles dans leur trajectoire, mais ces forces sont insignifiantes en comparaison avec celles qui opèrent dans l'esprit humain sous mon contrôle. Vous voyez, je n'ai que faire de contrôler les étoiles et les planètes. Je préfère contrôler les esprits humains. Où avez-vous acquis votre pouvoir? En cela, je veux dire, comment faites-vous pour le renforcer? Je l'amplifie en m'appropriant le pouvoir sur l'esprit des créatures terrestres, au moment où elles passent la porte de la mort. Les 90% de ceux qui retournent à bord de mon avion en provenance de la navette Terre sont pris en charge par mes soins, et la puissance de leur esprit vient renforcer mon être. Je récupère tous ceux qui passent le pas, avec toutes sortes de peurs. Vous voyez, je suis constamment au travail, préparant les esprits des gens avant la mort, afin de pouvoir en prendre possession quand ils reviennent à bord de mon vaisseau. Me direz-vous comment vous vous y prenez pour préparer les esprits humains afin de pouvoir les contrôler? J'ai d'innombrables moyens de m'y prendre tandis qu'ils sont encore à bord du vaisseau Terre. Mon arme la plus puissante est la pauvreté. Je décourage délibérément les gens à accumuler des richesses matérielles, car la pauvreté décourage les hommes de penser et fait d'eux des proies faciles pour moi. Mon deuxième meilleur allié est la maladie. Un corps souffrant n'est pas enclin à la réflexion. Ensuite, j'ai un nombre infini de travailleurs sur Terre qui m'aident sans relâche à prendre le contrôle des esprits humains. Ces agents sont prêts à répondre à tous mes appels. Ils représentent chaque race, chaque croyance et chaque religion. Qui sont vos pires ennemis sur la Terre, Votre Majesté? Tous ceux qui inspirent les gens à penser et agir selon leur propre initiative sont mes ennemis. Des hommes tels que Socrate, Confucius, Voltaire, Emerson, Thomas Paine et Abraham Lincoln. Et vous ne me faites d'ailleurs aucune grâce de votre présence. Est-il vrai que vous utilisez les hommes qui possèdent de grandes richesses? Comme je vous l'ai déjà dit, la pauvreté est toujours mon ami, car elle décourage la pensée autonome et encourage la croissance de la peur dans les esprits des hommes. Certains hommes prospères servent ma cause, tandis que d'autres m'infligent de sévères dommages, en fonction de la façon dont leurs richesses sont employées. La grande fortune des Rockefeller, par exemple, est une de mes pires ennemis. Ceci est intéressant, Votre Majesté. Me direz-vous pourquoi vous craignez la fortune des Rockefeller plus que tout autre? L'argent des Rockefeller est utilisé pour isoler et conquérir les maladies. La maladie a toujours été une de mes armes les plus efficaces. La peur de la maladie vient juste en second, après la peur de la pauvreté. L'argent des Rockefeller est en train de découvrir de nouveaux secrets de la nature, dans une centaine de directions différentes. Chacune d'entre elles est conçue pour aider les hommes à prendre possession de leur propre esprit. C'est tout autant
de nouvelles méthodes d'alimentation, de nouveaux moyens de se vêtir et d'autres modes d'habitation. Cette puissance anéantit les taudis des grandes villes, les lieux où siègent mes alliés favoris. Elle finance des campagnes pour un meilleur gouvernement et aide à éradiquer la malhonnêteté dans la politique. Elle permet de fixer de plus hauts standards dans la pratique des affaires et encourage les hommes d'affaires à diriger leurs affaires selon la règle d'or. Et cela ne sert pas du tout ma cause. Qu'en est-il de ces garçons et de ces filles dont on dit qu'ils glissent vers leur propre descente aux enfers? Les contrôlez-vous aussi? Eh bien, la seule réponse que je puisse vous donner est un oui et non. J'ai corrompu l'esprit des jeunes en leur enseignant à boire et à fumer. Mais ils m'ont déconcerté avec leur tendance à penser par eux-mêmes. Vous dites que vous avez corrompu l'esprit des jeunes avec l'alcool et les cigarettes. Je peux comprendre comment l'alcool pourrait détruire les facultés de pensée indépendantes. Mais je ne vois pas comment la cigarette vient appuyer votre cause. Vous ne le savez peut-être pas, mais les cigarettes brisent le pouvoir de la persistance. Elles détruisent l'endurance, elles détruisent la capacité à se concentrer, elles étouffent et sapent les facultés d'imagination et aident de différentes façons à empêcher les gens d'utiliser leur esprit plus efficacement. Saviez-vous que j'ai des millions de personnes, jeunes et vieux, des deux sexes, qui fument 2 paquets par jour? Cela signifie que j'ai des millions de gens qui détruisent progressivement leur pouvoir de résistance. Un jour, je pourrais alors ajouter à leur habitude de fumer d'autres habitudes de pensée destructives, jusqu'à ce que j'aie entièrement pris le contrôle de leur esprit. Les habitudes s'invitent toujours en duo, en trio et en quatuor. Toute habitude qui affaiblit la volonté de quelqu'un invite un troupeau de ses semblables à l'adopter pour mieux prendre possession de son esprit. L'habitude générée par la cigarette ne fait pas qu'affaiblir le pouvoir de résistance et celui de la persistance, mais elle incite à un autre relâchement, celui de la qualité des relations humaines avec les autres. Je n'avais jamais pensé que les cigarettes étaient un instrument de destruction, Votre Majesté. Mais votre explication jette une lumière différente sur le sujet. Combien de nouveaux partisans à cette habitude prétendez-vous détenir? Je suis fier de mon résultat. 10 millions en sont maintenant victimes. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter chaque jour. Bientôt, la majorité du monde se livrera à cette manie. Dans des milliers de familles, j'ai maintenant des partisans qui assurent la relève pour inclure tous les membres du foyer. De très jeunes filles et garçons commencent à prendre cette habitude. Ils apprennent à fumer en observant leurs parents et leurs grands frères et sœurs. Laquelle de ces deux habitudes considérez-vous comme le meilleur outil pour prendre le contrôle de l'esprit humain? Les cigarettes ou l'alcool? Sans hésitation, je dirais les cigarettes. Une fois que j'ai obtenu qu'une jeune personne rejoigne mon club des 2 paquets par jour, je n'ai aucun mal à l'inciter à prendre l'habitude de l'alcool, de l'abus du sexe et de toute autre habitude similaire qui détruit l'indépendance de pensée et d'action. Votre Majesté, quand j'ai commencé cet entretien, je me suis complètement trompé sur votre cas. Je pensais que vous n'étiez qu'un fraudeur et un imposteur, mais je vois maintenant que vous êtes bien réel et très puissant. J'accepte vos excuses, mais ne vous faites pas de soucis pour moi. Des millions de gens ont questionné mon pouvoir, et j'ai récupéré la plupart d'entre eux lorsqu'ils ont passé la porte. Je ne demande à personne de croire en moi. Je préfère que les gens me craignent. Je ne suis pas un mendiant. Je prends ce que je veux par l'intelligence et la force. Prier les gens de croire est l'affaire de mon opposition, pas la mienne. Votre Majesté est priée de pardonner mon impolitesse, mais je ne serai plus capable de me regarder en face si je ne vous dis pas, ici et maintenant, que vous êtes le démon le plus condamnable qui n'ait jamais mené autant de personnes innocentes à leur perte. La conception que je me faisais de vous a toujours été fausse. Je pensais que vous étiez suffisamment clément pour laisser les gens tranquilles de leur vivant, et que vous vous contentiez de torturer leur âme après la mort. Maintenant, j'apprends de votre confession insolente que vous anéantissez leur droit à la liberté de penser et que vous les poussez à vivre un enfer ici-bas, sur Terre. Qu'avez-vous à dire à cela? J'obtiens ce que je veux en me contrôlant. Ce n'est pas très bon,
pour mon affaire, mais je vous suggère de m'imiter plutôt que de me critiquer. Vous dites être un penseur, et vous l'êtes. Sinon, vous n'auriez jamais pu me forcer à répondre à un tel entretien. Mais vous ne serez jamais un penseur qui puisse m'effrayer, à moins que vous ne gagniez et exerciez un meilleur contrôle sur vos propres émotions. Laissons de côté les personnalités. Je suis venu ici pour en apprendre plus sur vous, et non pour parler de moi. S'il vous plaît, continuez, et décrivez-moi tous les tours que vous avez élaborés pour gagner le contrôle de l'esprit humain. Quelle est aujourd'hui votre arme la plus puissante? C'est une question difficile. Je possède tant d'outils pour entrer dans l'esprit humain et le contrôler qu'il est compliqué de dire lequel est le plus puissant. Juste en ce moment, j'essaie de provoquer une nouvelle guerre mondiale. Mes amis ici à Washington m'aident à impliquer l'Amérique dans le conflit. Si je peux inciter le monde à relancer la production de tueries à grande échelle, je serai en mesure d'utiliser mon arme favorite pour contrôler les esprits. C'est ce que vous appelez la peur collective. J'ai utilisé cet instrument pour déclencher la Première Guerre mondiale en 1914. Je l'ai aussi employé pour engendrer la dépression économique de 1929. Et si mon opposition ne m'avait pas barré la route, je serais à présent en possession de chaque homme, femme et enfant de la planète. Vous pouvez constater par vous-même combien je suis passé à 2 doigts de la domination mondiale, le but pour lequel je lutte depuis des milliers d'années. Oui, je vois. Qui ne le ferait pas? Vous êtes un manipulateur très ingénieux en ce qui concerne l'esprit des gens. Votre entreprise démoniaque s'exerce-t-elle seulement à pervertir les individus qui possèdent un haut statut et une grande influence? Oh non, j'utilise les esprits des gens de tous les milieux. Pour tout vous dire, j'avoue avoir une préférence pour les personnes qui n'ont pas la prétention de penser. Je peux les manipuler sans difficulté. Je ne pourrais pas contrôler 98% de la population mondiale si tous les gens avaient la capacité de penser par eux-mêmes. Je suis intéressé par le bien-être de ces gens que vous déclarez contrôler. De ce fait, je souhaite que vous me disiez tout sur les tours grâce auxquels vous entrez dans leur esprit et les contrôlez. Je veux une confession complète de votre part. Commencez par votre tour le plus intelligent. C'est du suicide. Vous me poussez dans mes retranchements, mais je suis sans recours. Alors installez-vous confortablement